Guylaine, on est de retour pour un nouvel Actu Plus. Oui, hello, hello. Et cette semaine, Christian n'est pas là, il avait d'autres occupations. Donc, ce sera juste toi et moi. Parfait, mais il est là dans le cœur. Oui, on va quand même parler un petit peu de sanitaire, mais pour commencer, je vais parler de Rouyn-Noranda. Le 6 octobre dernier, des mineurs ont reçu des amendes de 91 $. En fait, il y avait 23 constats d'infraction pour les mineurs, donc ils étaient assez nombreux, dans un bar. Oh, les petits vilains! Oui, et aussi le nombre de personnes qui avaient le droit d'être dans le bar était trop élevé, donc ça se peut que le tenancier reçoive une amende lui aussi. Oh, OK. Et ça, c'était à Rouyn? Oui, c'était à Rouyn. Par contre, on n'a pas précisé c'était quel bar. Donc... Le Père Noël va-t-il aller à Rouyn cette année? Je sais pas. Là, on parlait de sanitaire. La pharmacie a été vandalisée. On en parlait la semaine dernière. Et là, il y a un suspect qui est recherché. Ah, OK. Ils ont trouvé quelqu'un, la face de quelqu'un. Oui, je pense que c'était par vidéosurveillance, avec une caméra. Là. Mais c'est ça, la personne a volé des substances sous ordonnance. Ah, c'est ça. Oui. Donc, c'est un homme d'1,78 m, d'environ 170 kg, avec les yeux foncés et le teint basané. Il portait des vêtements au motif de camouflage et avait le visage couvert. Donc, pour donner de l'information, on peut appeler le 911 ou la centrale de l'information criminelle quand on a des informations pour permettre de trouver l'individu au 1-800-659-4264. Pas facile, ça, quand c'est cagoulé, un masque et tout ça, de retrouver un individu. Ils doivent avoir sûrement d'autres techniques et d'autres moyens pour y arriver, là. Espérons qu'il y a des gens qui vont parler. Bien, on va l'espérer, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un vol et qu'on est à la recherche d'un individu. Donc, peut-être que les policiers ont plus d'informations qu'on ne connaît pas. On va l'espérer. Effectivement. Il va y avoir une activité de prévention des accidents demain, donc le 14 octobre, sur l'heure du dîner à Amos. Ça va être au coin de la Principale Nord et de la 4e Avenue Est. Il y a des enfants qui vont circuler, si j'ai bien compris, avec une bulle autour d'eux. Ah oui? Pour montrer qu'ils ont besoin d'espace pour pouvoir circuler sécuritairement. Donc, je vais assister à l'événement normalement. Donc, ça va être dans un médiathé. Wow, OK. Il y a aussi des policiers... Oui? Excuse-moi, vas-tu être dans la bulle, toi aussi? Ce serait intéressant. On va essayer, J'aurais bien aimé. Vivre une expérience et ensuite la communiquer, c'est toujours agréable. Ah oui, c'est certain. Les policiers étaient très alertes durant l'Action de grâce. On le sait, il y a des gens qui vont consommer un peu plus d'alcool, qui vont beaucoup se déplacer. Donc, les policiers ont fait 56 constats d'infraction pour vitesse excessive en Abitibi-Témiscamingue. Un constat d'infraction pour non-port de la ceinture de sécurité. Un constat pour l'utilisation d'un cellulaire au volant et 10 autres constats pour différentes raisons. Et la Sûreté du Québec tenait à rappeler que la vitesse est la principale cause d'accidents mortels au Québec. Bon. Surtout en plus dans des rues qui sont d'un sens et de l'autre. Là, quand tu es sur l'autoroute, c'est différent, mais... Sur l'autoroute, je te dirais qu'il y a beaucoup d'accidents sur la 117. Sur la 117? Oui. OK. Oui, d'ailleurs, c'était pour ça qu'ils se sont déplacés, pour assurer la sécurité sur la 117. OK. Bon, intéressant à savoir. Ils veulent aussi rappeler les règles de sécurité par rapport à la chasse. On est dans la belle période de la chasse. Les gens en profitent surtout dans la région. Chacun son point de vue là-dessus. J'ai déjà été végétarienne, donc je n'ai jamais été à la chasse, mais j'ai des chasseurs dans ma famille. Et donc, pour les titulaires d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, un PPA, c'est important d'entreposer et de transporter les armes de façon sécuritaire, de se conformer à la réglementation municipale, de respecter les conditions du permis et de manipuler l'arme à feu de façon sécuritaire. Il est aussi conseillé, avant de partir, de vérifier la météo, d'apporter un GPS ou une carte, d'informer quelqu'un de son itinéraire et de la date de retour prévue, de prévoir des vêtements, de l'équipement approprié et, évidemment, une trousse de premiers soins.
Il existe aussi la ligne « J'ai un doute, j'appelle » pour l'entourage de personnes qui possèdent une arme à feu. Donc, si on a des inquiétudes par rapport à une personne qui veut une arme à feu ou qui en possède une, on peut appeler au 1-800-731-4000, option 1-2. C'est pas facile en ce moment pour les chasseurs. Il pleut, mais il pleut tout le temps. Il y en a qui ont des tours de chasse, puis ça évite d'être mouillé, j'imagine, en tout cas un petit peu. Mais ceux qui se promènent à pied, là, ça doit pas être évident. Non, c'est ça. Ça prend un bon arbre avec des feuilles, puis là, à ce temps-ci, les feuilles tombent pas mal. Oui. Là, Amos a reçu le prix municipalité de l'AQLM. Premièrement, c'est quoi l'AQLM? Ben oui, l'AQLM, en fait, ça souligne les initiatives des municipalités des arrondissements en loisirs municipal. C'est l'Association québécoise du loisir municipal. Et voilà. Et voilà. Ça soutient également le développement du savoir-faire et des nouvelles connaissances dans ces domaines respectifs. Et donc, la ville d'Amos a reçu un prix Excellence. Et ce prix-là était pour des endroits qu'ils ont créés à Amos, entre autres, pour aider la Maison des jeunes, le skatepark, le deck hockey, le nouveau complexe sportif, le pump track, puis la maison du baseball. Donc, Amos étant une municipalité de 10 000 à 25 000 habitants, ils ont reçu cet honneur. Alors, on les félicite. On félicite le maire, mais toute son équipe d'ailleurs. Mais c'est vrai que la ville investit beaucoup, beaucoup à Amos. Effectivement. On a la chance d'avoir des belles infrastructures, dont le Théâtre des Escars, dont tu vas nous parler à l'instant. Ben oui, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, je vous parlais de la programmation du Théâtre des Escars. Eh bien, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Eh bien, la pièce Brou que tout le monde attendait fébrilement, eh bien, elle a été annulée. Question de COVID encore. Le COVID a attaqué un membre de l'équipe et à cause de ça, ils ont dû annuler toute la tournée en Abitibi-Témiscamingue. Donc, alors, selon le Théâtre des Escars, ça ne sera pas pour l'année prochaine le retour de Brou et de sa nouvelle administration, mais plutôt plus en automne 2024. Alors, on a 2 ans à attendre. Je suis très déçue. J'étais censée y aller et j'avais très, très hâte. Donc, quand j'ai appris ça dans ma voiture à la radio, j'étais comme « mais non, mais non! » Oui. Ma mère, c'est ma mère qui m'a avisé de cela parce qu'elle avait acheté ses billets et ils l'ont rappelé pour lui dire « ben on va vous rembourser vos billets parce que Brou a été annulé. » Donc, ça cause plusieurs déceptions de beaucoup de gens parce que la salle, elle était comble. Donc, beaucoup de déceptions pour beaucoup de gens en Abitibi. Il y a aussi, je crois, les Cowboys fringants qui ont annulé leur tournée dans la région. Cause de cancer, un des membres qui a eu un cancer. Donc, c'est malheureux pour lui et on lui souhaite que tout se passe bien pour le long processus de guérison, de rémission et tout ce qui va s'en suivre là, avec son protocole. Maintenant, on va parler aussi de spectacles, mais de spectacles à Malartic au théâtre Medlab. Bien, il y a 3 spectacles à l'honneur au mois de novembre prochain. Entre autres, on avait parlé la semaine dernière, je crois, du groupe Les Fous. Eh bien, ils seront en prestation et en premier spectacle, ils vont faire la première de Genticorum. Donc, ce sera le 3 novembre prochain. Le 10 novembre, on a le groupe De Luxe. Connaissais-tu ce groupe-là? Bien, en fait, De Luxe il s'amène en Abitibi pour la première fois. Et c'est dans la région de Malartic qu'ils auront le privilège de les accueillir. Et il y a une Abitibienne derrière ça, qui est Camille Corrier-Moras, qui s'est entourée de la crème des musiciens qu'elle mentionne pour faire danser les plus grands succès du pop, du rock, du country et tous les hits de l'heure. Et nous avons le spectacle du 25 novembre, Elliott Maginot, que je ne connaissais pas, qui était en nomination au Gala de la Disque dans les catégories spectacle de l'année avec un disque anglophone pour le spectacle Easy Morning et l'album de l'année aussi anglophone pour l'album Easy Morning.
Donc, c'est un compositeur, auteur, interprète montréalais qui est de passage à Malartic afin de nous faire découvrir un son essentiellement acoustique qui conjugue douceur des cordes, chaleur des cuivres et sonorité ouest africaine. Ça va être intéressant. Ça va réchauffer un peu avec la pluie que nous avons. Alors, si vous voulez vous procurer les billets, eh bien, les billets sont en vente dès maintenant sur le site Ticket Access au coût, attention, de 65 $ pour seulement 3 spectacles. Donc, c'est quand même très bon au niveau des coûts. Donc, on revient à Amos avec la petite bouteille. Spectacle d'improvisation, comédie-théâtre et tout ça. Je suis jamais allée, mais je pense que j'ai le goût, justement, d'aller voir qu'est-ce qui va se passer là parce que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Alors, l'Alibaba revient avec sa 19e saison avec sa troupe de comédiens qui réserve des choses assez étranges aux spectateurs. Alors, ça va être quelque chose. Toi, as-tu déjà fait de l'improvisation, Lydia? Oui, quand j'étais au secondaire, je faisais partie des Zucchini Zizaniques. OK! C'était ici à Amos, justement, et j'avais plusieurs professeurs, dont des membres de l'Amélie Baba, si je ne me trompe pas. Là. OK. Et toi, c'est pas quelque chose que tu aimerais revivre comme expérience, d'aller... Je l'ai envisagé. Je crois que je manque un petit peu de confiance en moi, mais peut-être que ça pourrait aider, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Des fois, le théâtre et surtout l'improvisation, ça nous amène ailleurs. Mais pour la saison, les équipes ont déjà été choisies, donc ce sera peut-être pour une prochaine année. Oui, on ne sait jamais. Maintenant, parlons festival. Plusieurs festivals qui s'en viennent, entre autres le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est la 41e programmation qui vient tout juste de sortir. Alors, c'est beau, c'est chaud. Vous pourrez savourer au total 95 œuvres cinématographiques. C'est énorme en soi. 76 courts et moyens métrages comptant 32 films d'animation. Intéressant. 17 longs métrages et 2 séries courtes. Alors, toujours à l'affût des exclusivités et des primeurs, le festival vous présente en programme principal, attention, incluant espace court, pas moins de 29 films, primés à un total impressionnant de 48 premières, donc 14 mondiales, 7 nord-américaines, 17 canadiennes et surtout 10 québécoises. Est-ce que parmi les Québécoises, il y en a qui sont de l'Abitibi? Bien, j'ai hâte de voir tout ça parce qu'on ne le sait pas encore qui sera parmi tout ça, mais ça s'en vient, la programmation va être annoncée et vous pourrez le voir et le lire dans mon article prochainement. Donc, les billets sont en vente maintenant. À partir du 13 octobre, on est aujourd'hui le 13 octobre, donc c'est en vente à partir d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller directement sur le Festival du cinéma international. Maintenant, un autre festival qui est en train de se préparer, où il est presque tout chaud, c'est le Festival Trad de Val-d'Or qui aura lieu en novembre prochain. Alors, on va avoir tous les détails de ça. J'ai une petite brochure ici que vous pouvez voir. Alors, plusieurs membres de groupes trad qui vont se faire à Val-d'Or et entre autres, on en parle encore, mais le groupe Les Fous, je pense qu'ils vont être partout cette année avec leur nouvel album. Donc, ça va être assez intéressant de voir et d'entendre surtout cette musique-là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai probablement une entrevue avec l'organisatrice du Festival Trad. Donc, ça sera à voir pour la semaine prochaine. Et maintenant, on est tout près de l'Halloween, à peu près à 2 semaines de l'Halloween environ. Alors, pour tous les petits monstres, les petites princesses, les petits Harry Potter ou tous ces membres extraordinaires, eh bien, nous les verrons défiler à compter du 28 octobre prochain dans les rues d'Amos et partout dans les municipalités qui entourent Amos. Mais il y a quelque chose qui s'est officialisé pour peut-être les petits et grands. Eh bien, c'est au manoir de Tressesson qui sera hanté, je dis bien hanté, ces 2 jours-là. En fait, c'est plutôt ces 2
soirée-là, 28 et 29 octobre prochain. Sauf que je ne veux pas vous casser votre plaisir d'Halloween, mesdames et messieurs, les grands et petits. C'est déjà complet. Alors, on ne peut plus acheter de billets. Ça s'est vendu comme ça, comme des petits pains chauds. Ils attendent 300 personnes par soir. Et tous les billets qui ont été vendus vont être remis à une cause pour les enfants. Donc, moi qui étais un cœur d'enfant puis qui voulais aller me faire peur là-bas dans ce Maloranté, ben je ne pourrais pas malheureusement assister et participer à cet événement. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir filmer et nous en parler un peu plus là, quand ils iront. J'espère bien. Je suis vraiment déçue, honnêtement, parce que j'avais très envie d'y aller. Lorsque j'étais adolescente, j'ai participé au Couloir de l'horreur de Landrienne qui a eu lieu pendant plusieurs années, qui était organisé par les productions du Raccourci. Et c'était tellement une belle expérience. Mais je crois que j'ai plus aimé être actrice que de faire le tour. Ah oui! C'était vraiment le fun de faire peur aux gens. Je l'ai fait 2 années de suite. Wow! Mais c'est sûr, hein, c'est pas la même expérience du tout. Alors, oui, ça peut être très intéressant de faire peur. Surtout quand on est des enfants, là. Ben, en tout cas, on va parler de moi avec mes enfants, mais on est là, puis on se cache dans des coins, puis on fait des peurs comme ça, tu sais. Et après ça, c'est leur tour après de nous faire peur et nous faire casser de la vaisselle, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, mais non, c'est malheureux, mais on pourra peut-être voir de l'extérieur qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, mais de l'intérieur, on ne pourra pas participer à ça. Après l'Halloween, qu'est-ce qu'il y a? Noël! Eh oui, c'est Noël après l'Halloween. Donc, à partir du 1er novembre, des fois, les gens commencent à installer leurs lumières de Noël décorées, de se mettre dans l'ambiance de Noël. Eh bien, cette année, c'est au tour de la polyvalente d'Amos, en fait, des enseignants et des élèves au secondaire, d'organiser le marché du Père Noël avec des différents artisans qui vont être présents. La date n'est pas officielle, donc je n'en parlerai pas, sauf que je vais probablement avoir une entrevue avec les organisateurs de cet événement-là. Donc, je pourrai vous parler incessamment aussitôt que j'ai toutes les informations à cet effet-là. Alors, ça va être encore pour une belle cause. Donc, j'ai hâte de vous en parler prochainement. Mais, toujours dans le marché de Noël, bien, le marché public d'Amos organise encore une fois son marché de Noël, encore là, auprès des artisans, plusieurs artisans qui s'y retrouveront. Encore là, la date n'est pas officialisée. Je vais pouvoir vous en parler prochainement aussi. Donc, en 2 endroits pour pouvoir acheter vos cadeaux de Noël créés par des gens québécois, mais de la région. Ça va être assez intéressant de ce côté-là. Maintenant, la parade du Père Noël, est-ce qu'elle sera à Amos cette année? Eh bien, c'est confirmé, oui, le 26 novembre, dès 18h. Donc, c'est officialisé sur Internet, si vous l'avez vu, dans Facebook, c'était écrit 17h, l'heure a changé. Pour quelle raison? C'est qu'on voulait vraiment un Noël sous la noirceur et sous l'éclairage des lumières qui va se faire. Donc, on voulait avoir réellement la noirceur pour accueillir le Père Noël et ses lutins, parce qu'il y a plusieurs lutins en ce moment qui préparent cette parade-là et j'ai quelques noms à vous donner. Alors, si vous avez le cœur d'enfant, là, donc, nous avons Lutin Tigidou qui va être là, Lutin Musicien, Lutin Boucher, Lutin Bonheur, Lutin Média, Lutin Déco, Lutin Généreuse, Lutin Gourmande, Lutin Famille. Nous avons Lutin Éclairé, on se demande qu'est-ce qu'il va faire, lui, hein? Lutin Mat. Et sans oublier la belle fée des étoiles qui va poudrer avec sa poudre magique, eh bien, tous les cœurs qui seront présents
pour réellement faire en sorte qu'on ait le cœur joyeux et le cœur qui va accueillir le Père Noël cette journée-là en traîneau et avec ses reines. Donc, il ne faut pas oublier ça, il faut mettre ça à son agenda samedi 26 novembre, dès 18 h dans les rues d'Amos. Donc, le trajet n'est pas encore officiellement confirmé, donc je pourrai vous le dire dans les prochaines chroniques que je vais faire. Alors, le comité de lutin, ben, il est à la préparation de la parade en ce moment et ils ont besoin des jeunes et des moins jeunes pour y participer nécessairement. Donc, ça demande de l'implication. Donc, j'interpelle tous les gens de la MRC d'Amos à vouloir s'impliquer. Donc, je parle aux entreprises ici avec des chars allégoriques, tout décoré sur les rues d'Amos. Ça serait exceptionnel. Puis vous allez avoir droit de pouvoir publiciser aussi votre char allégorique avec votre entreprise. On interpelle des marcheurs, des mascottes, des gens petits et grands qui voudraient porter un costume de mascotte pour pouvoir animer cette marche-là, cette parade. Des individus, tu as le goût de vivre cette aventure-là et cette expérience-là, puis tu as vraiment le cœur d'un enfant, là. Viens t'amuser avec nous lors de cette parade. Des chars allégoriques de tout genre, donc des 4 roues, des 2 roues, des 1 roue si tu le veux, 2 jambes, 4 jambes, tout est là, des 6 jambes, je pense pas que ça existe encore. Donc, alors tout ça, je m'en tiens à ceux-là. Alors, les lutins, ils veulent allumer l'étincelle du cœur de chacun de nous. Donc, vous pourrez lire l'article de la parade cette semaine et vous allez obtenir le lien du formulaire pour vous inscrire, pour participer et vous impliquer dans cette parade-là. Alors, je pourrais vous donner tous les détails, aussi du trajet, comme je le disais, un peu plus tard dans les prochaines semaines. Et les lutins vous attendent en grand nombre pour agrémenter les petits et grands qui vont regarder la parade. Et là, j'espère, et je le dis bien que j'espère que Grincheux ne sera pas là cette année pour venir nous enlever le bonheur de recevoir le Père Noël. Le Grinch. Oui. Et pour terminer, bien, en primeur, toujours dans le contexte de Noël, on aura la nouvelle émission pour le temps des fêtes à TVC Abitibi. Donc, dès la première semaine en novembre, bien, vous pourrez écouter, regarder cette émission-là qui sera diffusée sur la télé et sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Internet. Alors, tant pour les petits et grands, en novembre, nous aurons le plaisir de vous divertir et de vous communiquer des informations intéressantes pour les différentes fêtes qui vont avoir lieu avant Noël, puis peut-être aussi après Noël, parce qu'il y en a. Il n'y a pas juste Noël là qui s'en vient. Donc, et en décembre, le Père Noël nous fait honneur de sa présence dans cette belle émission qui va s'appeler, attention, vous êtes tous assis, la magie de Noël. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir ouvrir votre cœur et remplir votre cœur de plein d'étincelles et de poussière d'étoiles qui va allumer votre cœur d'enfant. Alors, les détails sont à suivre prochainement. Alors, ça fait le tour pour moi dans la chronique culturelle. Donc, on va passer aux événements qui sont à venir. Il y a la colloque Sort du cadre, dont j'avais parlé la semaine dernière, qui va avoir lieu demain, vendredi le 14 et samedi le 15 octobre. Il va y avoir au total 365 jeunes et intervenants, donc beaucoup de personnes qui participent. Les inscriptions sont malheureusement terminées, mais un troisième colloque devrait revenir d'ici quelques années parce qu'il y en a déjà eu un en avril 2017. Donc là, c'est le deuxième cette année. Super. La Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral commence le 15 et va finir le 21 octobre. J'ai eu une entrevue avec Alain Beaulieu, intervenant social au Pilier d'Amos et de Val-d'Or. Donc, on peut écouter l'entrevue. Alain, merci d'être là aujourd'hui. Tu viens nous parler de la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. J'ai toujours de la misère quand c'est long comme ça. Ça se tient du 15 au 21 octobre. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous parles du Pilier, l'organisme que tu représentes aujourd'hui.
Oui, absolument. Merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Comme c'est notre semaine provinciale qui débute, une belle occasion de pouvoir justement informer la population de cette problématique-là, puis des services qu'on offre en Abitibi-Témiscamingue. En fait, le Pilier, c'est ça, c'est un organisme communautaire. On est un organisme sans but lucratif qui offre des services. Ça fait plus de 25 ans qu'on est en Abitibi-Témiscamingue. En fait, les services qu'on offre, c'est des services directs auprès des personnes qui ont été victimes de traumatisme crânien, mais aussi de la famille. La famille, les proches, quand on parle de la famille, là, ça peut être un ami proche, ça peut être un frère, une soeur, un enfant, peu importe. Tous les gens qui sont vraiment proches de la personne qui a eu un traumatisme, on les dessert aussi. On offre des services de soutien, des services de répit aussi à ces gens-là. Pour ce qui est des personnes traumatisées crâniennes, en fait, les services qui sont offerts, c'est vraiment le service psychosocial, des services de réinsertion, d'intégration sociale. On aide à briser l'isolement par des activités de toutes sortes, autant des activités locales comme des activités régionales, même des activités provinciales. D'ailleurs, au mois de mars prochain, on amène les gens voir les Canadiens à Montréal. Fait que c'est une grande sortie, mais c'est aussi une belle occasion pour eux pour plusieurs, de répit, mais aussi de dépasser leurs limites. C'est vraiment quelque chose de super important. Fait que c'est très diversifié comme activité. On offre aussi tout le soutien, accompagnement. Accompagnement, ça a deux volets. Ça a un service direct à la personne, mais ça peut avoir aussi ça peut être un service à la famille. Tout l'accompagnement, l'épicerie, l'accompagnement chez le barbier, chez le dentiste, chez l'avocat, chez le médecin. En fait, tous les endroits où est-ce que les familles ou les proches ou les personnes nous demandent de les accompagner parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide. Si on regarde de le faire par eux-mêmes, en fait, le but, c'est de les rendre autonomes. Le but, c'est qu'ils préservent leur autonomie. On ne va pas faire à leur place, mais on va les soutenir. S'ils ont besoin d'un soutien, on va être là pour le faire dans différentes situations de leur vie quotidienne. Défendre leurs droits, ça aussi, c'est un autre service qu'on fait, c'est que si leurs droits ne sont pas préservés, on va intervenir avec eux pour nous assurer qu'ils ont droit à certains services, exemple, qui leur ont été refusés. Ça peut être de comprendre les raisons pourquoi ça leur a été refusé, mais aussi ça peut être de s'assurer qu'ils ont droit au service comme tel. Ça peut être aussi une réinsertion en milieu de travail. Ça arrive qu'il y en a qui ont encore la capacité de travailler, peut-être pas à 100 %, mais la capacité de travail est là. Donc, on va les aider à se trouver un milieu de travail adapté à leurs conditions et même les accompagner, superviser aussi dans certaines situations les tâches qu'ils peuvent faire dans un milieu comme tel. Fait que ça fait pas mal le tour de tous les services qu'on peut rendre à ces gens-là. Puis, c'est quoi les conséquences d'un traumatisme crânio-cérébral? Quel impact ça peut avoir sur la vie d'une personne? Là, vous parliez qu'on peut perdre l'autonomie, qu'on peut aussi avoir de la difficulté à travailler. Oui. En fait, c'est très diversifié. Un traumatisme crânien, il faut savoir qu'il y a aussi 3 niveaux de traumatisme crânien. Il y a léger, modéré et sévère. Fait que le pilier, on dessert plus particulièrement les personnes avec un traumatisme crânien modéré et sévère. Ça arrive qu'on va desservir des gens qui ont un traumatisme crânien léger, mais c'est pour des soins plus spécifiques, mettons. Fait que en fait, ces gens-là, les particularités sont très diversifiées, elles peuvent être très différentes. Ça l'affecte en fait toutes les sphères de leur vie. Les sphères sociales, les sphères au travail. Plusieurs d'entre eux vont avoir beaucoup de difficultés à se faire des amis ou à maintenir leur réseau social. Ils vont avoir de la difficulté à travailler ou à maintenir un travail aussi, à garder un travail. Rare, je vous dirais, sont rares ceux qui réussissent à reprendre le travail qu'ils avaient avant leur accident. Parce qu'un traumatisme crânien, c'est suite à un accident, donc ça peut être un accident de la route, ça peut être un accident au travail, ça peut être une chute, ça peut être suite à une agression. C'est très diversifié comment ça peut arriver. Fait que, dépendamment, suite à l'événement, c'est ça, retrouver leur emploi peut être, ou un emploi tout simplement, peut être très, très, très difficile pour eux. Ensuite, il y a toute la sphère cognitive qu'on appelle, c'est-à-dire il y a des complications pour plusieurs, que ce soit au niveau de la mémoire, de l'attention, de la concentration, au niveau de
tout ce qui est du filtre, avoir un filtre, de savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qu'il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on pense tout le monde, mais qu'on sait qu'on est capable de ne pas dire, on sait que ce n'est pas la bonne chose à dire, mais plusieurs d'entre des personnes qui ont un traumatisme crânien modéré sévère vont plus avoir ce filtre-là. Fait que, c'est ça, parfois ils disent des choses, ça peut être embarrassant pour la famille ou embarrassant pour eux, parce qu'ils ne voulaient pas le dire, mais finalement ils l'ont dit. Ils pensent qu'ils l'ont rien que pensé, mais ils ne l'ont pas juste pensé, ils l'ont dit. Donc, ça leur cause des problèmes. Là. Ce genre de situation-là peut aussi causer des problèmes sociaux, du rejet ou des conflits. Tu vois, sur le plan cognitif, il y a le traitement de l'information. Il y en a plusieurs qui ont de la misère après, où il y a une lenteur dans le traitement de l'information. On va parler avec eux autres, puis tu vois qu'ils comprennent, mais c'est long avant qu'ils nous répondent. Il y a comme un décalage un petit peu entre notre question et la réponse. Parce que le cerveau, lui, cherche la réponse et est là, mais plus longue à trouver. Le jugement, c'est ça aussi, ça va souvent avec le filtre, mais le jugement est aussi affecté. Ils ne sont pas capables d'avoir un jugement qui est adéquat nécessairement. C'est souvent lié avec le filtre qui est complètement détruit. Fait que ça, c'est toutes des causes ou des limitations qui sont permanentes pour la plupart. Là. Ça peut un peu s'améliorer, mais ça va rester tout le temps. Il y a aussi la fatigabilité, qui est un autre élément. Souvent, les gens pensent qu'ils sont paresseux. C'est pas une paresse. Pour plusieurs, c'est vraiment une fatigabilité mentale. C'est le cerveau, lui, qui est fatigué après, que ce soit un travail ou un exercice quelconque qui dure 1 heure. Pour eux autres, c'est souvent l'équivalent peut-être d'avoir fait 4 heures ou 5 heures de travail très intense après 1 heure. T'sais. Il y en a pour certains de se lever le matin, de s'habiller, de prendre leur douche, s'habiller. La petite routine du matin, ils sont déjà fatigués. Fait qu'après ça, on leur demande d'aller travailler. Et c'est quand même assez difficile là, pour eux autres de faire ce genre d'exercice-là. Ensuite, il y en a qui restent avec des problèmes physiques aussi. Hein, eux sont comme plus évidents. C'est pour ça que la plupart, c'est assez invisible. On voit pas nécessairement à première vue les limitations parce que c'est pas physique. Mais on en a un certain nombre de personnes qui restent avec des limitations physiques, là, qui vont avoir des semi-paralysies, ils vont boiter, ils vont avoir des troubles de la parole, ils vont avoir de la misère à parler. Ça devient plus évident à ce moment-là où il lui manque un bras, il lui manque une jambe, ou ils sont en chaise roulante. On en a quelques personnes comme ça qui sont à mobilité réduite ou avec des problèmes physiques, qui fait que là, ça devient plus évident à ce moment-là, l'incapacité ou l'handicap. Alors que la majorité n'ont pas ça, n'ont pas de séquelles comme telles physiques, là, où c'est léger à tout le moins. Là, il y en a qui vont perdre l'odorat, il y en a qui vont perdre le goût, la vue. Ça arrive aussi là, dans un traumatisme crânien, qui perdent, aussi dans un accident, qui vont perdre ça aussi. Là. Ça fait beaucoup de pertes, en fait. Donc, ça fait beaucoup de deuil, autant pour eux autres comme pour la famille, hein, à gérer, finalement. Ça fait pas mal le tour de toutes les limitations. Ouais. Un traumatisme crânio-cérébral, concrètement, c'est le cerveau qui se secoue dans la boîte crânienne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, c'est ça. C'est souvent lors d'un choc important, là, soit un coup direct ou un choc qui fait que le cerveau est secoué dans la boîte crânienne. Puis ça fait un effet de va-et-vient ou comme un peu les bébés secoués, là, c'est un peu le parallèle, ou dans un accident d'automobile où est-ce qu'il y a des tonneaux où la personne ne se cogne pas la tête nécessairement pendant l'accident, mais son cerveau, lui, se promène violemment dans la boîte crânienne, puis ça crée des dommages cérébraux importants. Puis il y a des fois où est-ce qu'il est cogné directement, là, on peut penser dans le sport, dans le football, dans la boxe, dans le hockey, il y a beaucoup de blessures comme ça, des coups directement à la tête qui créent des dommages cérébraux. Puis des fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois, puis là, ça finit par causer d'importants dommages à un moment donné. Fait que c'est souvent comme ça que ça se présente, là, suite à un événement ou un accident de travail, une chute, tombe sur la tête, ils reçoivent une porte sur la tête. Bref, il y a toutes sortes d'accidents de travail là, qui peuvent arriver. Ou une agression. On en a des gens qui c'est suite à une agression, là, une bataille dans un bar, puis ça vire mal, puis ils se font frapper violemment. Ça aussi, ça arrive, ce genre d'événement-là. Ou une chute. Ce qu'on observe là, récemment, c'est maintenant la première cause d'ailleurs des traumatismes crâniens, c'est des chutes. Déboulent les escaliers, ils montent dans un escabeau, se pensent, puis ils perdent l'équilibre, ils tombent sur la tête. C'est maintenant devenu la première cause de traumatisme crânien au Québec. Là, on observe ça maintenant
Est-ce que c'est lié au vieillissement de la population? Possiblement. Mais bref, on se rend bien compte que il y a beaucoup maintenant là, de ce type d'événement-là qui cause des traumatismes crâniens. C'est notre première cause maintenant. Puis peut-être que tu n'auras pas la réponse, là, mais comment on fait pour détecter que quelqu'un a un traumatisme crânien? Est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire? Oui, il y a plusieurs examens en fait qui sont faits. C'est pas un seul examen, c'est des scans, c'est l'échelle de Glasgow là, qui font l'évaluation quand les premiers secours arrivent. C'est des évaluations neuropsychologiques, c'est des évaluations psychologiques, une évaluation souvent par un ergo, un physio, qui vont évaluer différentes sphères liées au cerveau, puis qui vont déterminer là, la gravité de la blessure. C'est un ensemble d'évaluations qui permet d'identifier la gravité, en fait, de la blessure. Au vu de tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, je pense qu'on peut comprendre l'importance d'avoir une semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi ça a été mis sur pied? Oui, bien écoute, ça fait déjà la 19e année qu'on tient ce genre d'événement-là, justement parce qu'on veut sensibiliser, parce qu'un traumatisme crânien, ça peut arriver à toi, à moi, bref, à tout le monde. Hein. C'est un événement qui nous arrive, parfois qui peut être banal, mais malheureusement qui peut être aussi important, grave. Fait que c'est important de sensibiliser les gens, tu sais, puis de comprendre aussi que quand c'est arrivé à une personne, bien, de ne pas les juger, en fait, de plutôt essayer de comprendre ces gens-là. On a plusieurs des personnes qui vivent un traumatisme crânien, malheureusement, qui se sentent jugés parce qu'il est bien paresseux, il ne travaille plus, il est bien chanceux, lui, il a reçu son chèque puis il est chez lui. Il n'est pas si chanceux que ça. Là. Il y a un paquet de problématiques qu'il doit vivre au quotidien. Et puis, c'est ça, on veut sensibiliser beaucoup la population à cette problématique-là, à ce qu'ils vivent, les gens. Puis aussi, de prévenir, justement, les chutes, ça peut... c'est souvent des accidents qu'on peut éviter en plus, t'sais. Si on sent qu'on a moins d'équilibre, de monter dans un escabeau, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On est peut-être mieux de demander de l'aide à quelqu'un, fait que c'est un paquet en automobile. La distraction, c'est une des causes importantes, justement, d'accidents de voiture. Donc, peut-être qu'on peut éviter d'avoir un chien sur soi, d'avoir de la musique dans l'auto, d'avoir plein de personnes dans notre voiture qui font du bruit, qui amènent de la distraction. Jouer avec notre cellulaire, ça amène de la distraction en auto. Il y a un paquet de choses qu'on peut éviter, qui sont des causes directes d'accidents et donc de traumatisme crânien. Fait que c'est aussi à ça que ça sert la semaine de sensibilisation. Notre thème cette année, c'est ne te laisse pas tomber. En fait, c'est clair parce que on demande aux gens alentour de la personne de ne pas les laisser tomber, mais je pense que la première personne qui ne doit pas se laisser tomber, c'est la personne qui subit elle-même. Elle ne doit pas se laisser tomber, elle doit continuer à se battre malgré les difficultés que ça peut engendrer. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bien, ceux qui veulent suivre un peu sur notre page Facebook, on a la programmation en Abitibi de la Semaine provinciale des personnes traumatisées crâniennes. On a plusieurs présentations un peu partout. Ça commence dimanche à La Sarre. Il y a un film qu'on a au Pilier qu'on a fait sur le traumatisme crânien qui va être présenté là, au cinéma La Sarre. Je pense que c'est dimanche à 11h. Donc, on invite toute la population à venir voir le film. Il va y avoir des acteurs, il va y avoir des personnes traumatisées crâniennes qui vont pouvoir aussi témoigner de leur expérience. Puis juste à suivre sur notre page Facebook, toute la programmation est là de ce qu'on va faire cette semaine, puis ce qui va se faire au niveau provincial aussi. Notre porte-parole encore cette année, c'est M. Ciccone, qui lui-même a subi un traumatisme crânien il y a quelques années, qui est notre porte-parole. Porte-parole, exactement, c'est ça. Donc, fait que c'est un plaisir de l'avoir avec nous encore cette année. Fait que merci à tout le monde de nous suivre et d'aller nous encourager et de lire sur notre page Facebook toute la documentation. Merci beaucoup à toi d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci. Et en terminant, l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue va avoir son 79e congrès sur les forêts. Donc, ça va être le 11 novembre prochain au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. On n'a pas encore toutes les personnes qui vont faire partie du congrès, qui vont animer. Donc, la FAT, l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, est toujours à la recherche de congressistes, mais les personnes peuvent commencer à s'inscrire
prochainement. Donc, en fait, ils peuvent déjà commencer à s'inscrire. C'est pour démystifier un petit peu les inquiétudes des gens par rapport à la forêt. Donc, c'est pour parler de leurs préoccupations, parler des améliorations continues des pratiques forestières, des aspirations pour la production et de la protection aussi de la forêt. Donc, ça va être sous le thème « Entre identité et perception ». Il va y avoir des congressistes de divers horizons pour avoir un aperçu global de tout ça. Et il va y avoir un spectacle d'humour d'Emmanuel Bilodeau à la fin de la soirée à 19h30. Intéressant, ça. Ça va être sous le titre « Manu Bilodeau dans le pétrin ». Et il est possible de s'inscrire seulement au congrès, seulement au spectacle ou aux deux. Et les membres de la FAT ont un petit rabais aussi intéressant sur le sujet. Bien, pas sur le sujet, mais sur l'achat de billets. OK, intéressant. Donc, cette semaine, on n'a pas la blague de Christian. On ne peut pas terminer sous une blague. Mais cependant, nous, on termine l'émission comme ça. On termine. On termine. C'est ça. C'est ça. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain Actu Plus. Super.